Bonjour tout le monde, bonjour Strasbourg. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. On va attendre un tout petit peu les gens qui peuvent s'installer. Et merci beaucoup d'être présent pour mon talk, pour lequel je vais parler un peu. Je suis développeur, donc je vais prendre la casquette de dev. Je ne fais pas que du développement, mais je vais prendre la casquette de dev. Et surtout dans la salle, s'il y a des développeurs, ça pourrait vous intéresser ce que je vais présenter. Peut-être avant de commencer, dans la salle, est-ce qu'il y a des étudiants parmi nous? Ok. Est-ce qu'il y a des professionnels, certainement? Si vous n'êtes pas étudiant, ok. Et aussi, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Buildpack? Oh, Théo, je te connais là. Ok, donc je vais commencer. Bon, j'ai mis un petit QR code en fait pour la mise en relation pour les personnes qui veulent qu'on se connecte sur LinkedIn. Et je vais me présenter. Je m'appelle Neige Medine. C'est très compliqué de retenir le nom, donc tout le monde m'appelle Neige tout court. Je travaille dans une boîte qui s'appelle Sphère. On est basé à Strasbourg aussi, mais moi je suis affecté à l'agence parisienne. Je suis multi-certifié sur GCP, principalement la partie infra, et je travaille beaucoup sur tout ce qui est API Management. Trainer aussi et Google Developer Expert sur tout ce qui est application et modernisation d'applications sur le cloud. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Buildpack, je me dis, pour poser le décor, on va parler un peu de Docker jusqu'à arriver à Buildpack. Donc, comme je disais tout à l'heure, je vais prendre la casquette de développeur et petit à petit, on va parcourir un chemin ensemble jusqu'à arriver à parler de Buildpack. Je vais aussi faire quelques petites démos pour vous montrer rapidement en réalité comment ça se passe. Donc, première des choses, qui pense que les conteneurs, c'est pas intéressant? Je pense que, heureusement, j'ai pas vu de main se lever. Parce que c'est vraiment très très important en fait quand on fait des conteneurs. Il faut juste, je pense depuis quelques années, vous commencez à entendre parler du cloud. Il faut savoir en fait que cette émergence du cloud, elle est en partie intéressante grâce aux conteneurs. La première vague du cloud, c'est quand on faisait de la colocation, c'est-à-dire une entreprise, elle va acheter via un contrat des serveurs, de l'infra chez une autre entreprise. Par la suite, avec l'arrivée de la virtualisation, les VMware et tout ce qui vient avec, ça fait une dizaine d'années, on commence à voir, on peut dire, ça qualifier ça comme la deuxième vague. Et la troisième, c'est surtout quand on a commencé à faire du conteneur. Et des entreprises ou des cloud providers tels que GCP, Google Cloud Platform ou AWS, en fait, ils poussaient des solutions à base de conteneurs. Donc ça a vraiment débloqué la troisième phase qu'on peut se dire sur la partie cloud. Quand on fait du conteneur, c'est très simple. C'est comment, au final, mettre votre application dans un conteneur. Et là, en fait, on fait peut-être aussi référence au transport maritime, c'est-à-dire dans un conteneur, on va mettre dedans tout ce qu'on a envie de transporter et de faire véhiculer. Et si je donne un peu plus de détails, un conteneur, c'est quoi? C'est votre code applicatif que vous êtes en train de développer, auquel on va rajouter les dépendances. Et ça, en fait, il va être indépendant, on va dire, du kernel, du hardware, en fait, là où on va faire tourner votre application. Quand vous avez votre conteneur, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, comme je l'ai dit, en fait, votre image, ça pourrait être Docker ou autre chose, et que vous avez la possibilité, ça c'est le grand avantage, de la faire exécuter partout. Quand je dis partout, ça pourrait être votre machine locale. Je reprends, j'ai dit dès le départ, je suis développeur, donc je développe, je code, j'aimerais bien faire tourner mon image Docker localement pour la tester, ou plutôt la faire tourner sur, on va dire, sur une plateforme qui est capable de faire tourner une image. Un exemple simple, ça c'est une application Node pour laquelle vous avez le package.json dans lequel vous allez mettre quoi? Vous allez dire, plutôt avant de parler de package.json, donc la partie code source que vous allez écrire. En plus, vous allez avoir le package.json dans lequel vous allez définir toutes les dépendances que vous avez besoin. Et à la fin, vous avez votre HTML, en fait, la page web que vous souhaitez proposer.
Donc votre application Node, en fait, quand on va la mettre ensemble, on va définir c'est quoi le runtime. J'ai besoin de Node. C'est quoi les librairies que je vais utiliser, sur lesquelles je vais me reposer. Et par la suite, c'est quoi le code source que je vais embarquer. Et par la suite, je vais dire comment je démarre mon application. Donc ça, c'est une image Docker. Qui fait du Java? J'ai pas envie de dire, mais vous êtes les meilleurs. Parce que moi, je faisais beaucoup de Java. Après, je sais que les langages, il y a des avantages et des inconvénients. Pour Java, c'est pareil. Donc, on va faire la même chose. Si vous faites du Maven ou du Grunt, vous avez votre code source que vous allez écrire. À un certain moment, vous allez avoir une dépendance vers du Spring, Spring Boot, ainsi de suite. Et à un certain moment, vous allez démarrer votre application. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ça aussi. Je vous ai dit, dans un premier temps, depuis votre code source, on est un développeur, vous allez vous focaliser là-dessus, et par la suite, vous souhaitez prendre ce que vous avez construit pour le faire tourner quelque part. Donc, une des questions qui peuvent se poser, mais je vais le tourner où? Dans ce cas-là, je vais parler rapidement. Ce n'est pas l'intérêt de cette session, c'est Kubernetes. Qui connaît Kubernetes? Et plutôt, qui ne connaît pas? Oh, c'est bien ça. Exception, c'est pas grave. Ben, Kubernetes, c'est un orchestrateur d'images Docker, dans le sens où vous avez, j'ai dit tout à l'heure, il y a l'image Docker qui contient votre applicatif, et j'aimerais bien maintenant en fait, le faire tourner sur quelque chose, et que si j'ai beaucoup de trafic, j'aimerais bien avoir 2, 3, N instances de ça. Donc on peut se reposer sur Kubernetes. Il y avait Docker Swarm avant, mais maintenant c'est vraiment la solution la plus répandue. Je ne parle pas des solutions managées, parce que Kubernetes aussi c'est une plateforme qu'il faut installer. Il y a des solutions managées type GKE sur Google, AKS, EKS sur Amazon ou Microsoft. Ok, donc ça c'était juste une petite, pour ceux qui ne connaissent pas, pour un peu poser le décor. Maintenant, on revient à notre image Docker. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à partir de votre code source, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire cette image Docker ou Podman, peu importe, mais en tout cas, prenons l'exemple de Docker qui est vraiment très répandu. Je prends cet exemple-là, dans lequel je vais essayer de construire une image Docker. Déjà, ce n'est pas terrible, à partir Java 17. Je suis déjà très ancien. Si vous regardez bien en fait, mon code source là, il y a d'autres choses qui ne sont pas top. Et même en fait, quand on va faire une petite recherche juste après, j'essaierai de le faire pour vous montrer. Je prends un exemple en disant j'aimerais bien avoir un Dockerfile ou un exemple Dockerfile d'une application Python. Et vous allez voir en fait que les exemples qui vont sortir, il y a plein de choses qui sont pas top. Donc déjà, je vous dis là, en fait, une des choses, c'est qu'on est sur Java 17. Je ne sais pas si vous savez, si vous exécutez ce code-là, Docker, il va s'exécuter en mode root. C'est-à-dire, il aura accès à toutes les ressources dans votre machine. Ça, c'est pas top. Un exemple simple, donc si vous cherchez sur Internet, j'aimerais bien voir, et surtout maintenant avec l'IA générative, on tombe facilement sur ce genre d'exemple. Ça, comme je vous ai dit, c'est du Java 8 déjà, pas top, et en plus, je m'exécute en tant que root. Un truc un peu mieux, quand je fais du Java, je fais du Spring aussi, une des meilleures choses, c'est que je crée un utilisateur. Un utilisateur pour pouvoir faire toutes les actions. Encore mieux, là, je vais commencer à créer des dépendances. Je vais dire plutôt, je vais copier quelques fichiers, pas la totalité, pour construire mon image. Autre chose, si par exemple je prends cet exemple-là, j'ai une petite application Python qui ne fait rien du tout, j'ai quelques lignes. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais juste builder mon image. Donc je vais faire... je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez bien ou pas? Ouais. Donc là, j'ai juste buildé mon image. Mais vraiment, j'ai combien? Allez, 5 lignes de code. Et quand je vais aller chercher qu'est-ce que je suis en train de construire, donc je l'ai appelé, attendez, je l'ai appelé comment? Dev1. Hop, il doit être là. Ah, peut-être, attendez, je vais construire une autre pour être sûr que, hop, allez, Dev2.
Et je vais afficher mes listes d'images. Donc juste pour ces quelques lignes-là, j'ai 200 mégas d'images. Je vous laisse imaginer que ce n'est pas vraiment quelque chose qui est facile à accepter, et que même sur d'autres, par exemple, d'autres langages type Java, on peut aller jusqu'à quelques centaines de mégas, voire quelques gigas. Ça, c'est un petit tips. En fait, vous pouvez utiliser distro. En fait, pourquoi en fait on arrive à ce fichier qui est assez important? Parce que tout simplement, on a buildé. Au moment qu'on build une application, ben, c'est pas ça qu'on va déployer. On a besoin plutôt en fait de l'exécution. Par exemple, une application Java, quand je vais la déployer, est-ce que j'ai besoin du JDK? J'ai juste besoin d'un GRE. Alors que quand je la build normalement, ben, je vais prendre tout un JDK avec moi. On va dire une optimisation, par exemple, de mon application Python, ça serait de faire du multistage. Donc là, vous voyez, la première étape, c'est juste je build mon application. Et la deuxième étape, je vais juste créer ma distribution ou le livrable de mon application. Et un petit schéma qui explique ça, donc c'est 2 stages. Donc pensez à faire deux stages. Autre chose, un petit tips aussi. Hop. Je ne sais pas si vous connaissez cette commande init, Docker init. Qui la connaît? Qui la connaît pas au final, donc c'est un peu plus. Quand vous faites Docker init, en fait, il va vous construire, même si je l'ai ici, il va me demander si je veux le variety. Donc là, il a détecté tout de suite. Donc je lui demande de construire le fichier Docker. Là, je n'ai pas créé de fichier Docker, imaginons, il va me demander de le construire. Donc il détecte que c'est du Python, il va demander c'est quelle version et quel port. Et là, quand je regarde, donc on peut imaginer aussi, rappelez-vous, j'ai dit je suis développeur, donc je peux me dire, bah, finalement, je n'écris pas mon Dockerfile, et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette commande Docker init. Et je vous montre à quoi ressemble le fichier qui a été généré. Donc là, vous voyez, bon, c'est pas très compliqué, mais moi, je ne suis pas à l'aise en fait, de partir avec ça en prod. Donc en étant développeur, il faut que je comprenne tout ça, même si ce n'est pas très compliqué, mais je vois des montages, je vois ça, c'est pas vraiment, je ne suis pas à l'aise. Il y a aussi, qui connaît Docker Inspect? OK. Et du Docker Inspect, en fait, ça me permet d'aller regarder ce qui a été généré. Et dans une image Docker, c'est différentes layers. En fait, toutes les actions que vous êtes en train d'écrire dans le Dockerfile, en fait, ça crée un layer. Après avoir créé mon image Docker, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois peut-être taguer pour dire voici ma version que je suis en train de créer. Je peux potentiellement la tester. Et par la suite, en fait, je vais la pusher dans une registry. Dans ce que j'avais présenté tout à l'heure, déjà, en fait, il faut maîtriser, je me redis, je suis un développeur. Et en tant que développeur, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois faire tout ça, je dois écrire le code Dockerfile. Qui se sont à l'aise en fait, pour aller en prod avec ça? Honnêtement, même si j'ai fait quelques années de dev, je suis toujours pas très à l'aise. Et à ça, je vais rajouter d'autres challenges de type je suis sûr en fait, que la base d'image depuis laquelle je suis parti elle est safe. Est-ce qu'il n'y a pas de vulnérabilités qui ont été détectées? Est-ce qu'il n'y a pas de failles de sécurité qui ont été détectées depuis? Donc tout ça fait que je ne suis pas très à l'aise honnêtement avec ça. Et là, je ne parle pas de cache et tout ça. Quand vous êtes venu ici, je vous ai parlé de Buildpack, mais depuis tout à l'heure, je parle de Docker, donc j'imagine, parle-nous un peu de Buildpack. Et je regarde, il ne me reste que 6 minutes, donc ça va être rapide. Et ça, c'est une petite histoire. Buildpack, c'est pas cette année, c'est pas 2 ans, ça fait 2 ans, c'est depuis 2011, en fait, où il y avait la première version. Et là, en fait, on est sur la version 3. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'à partir de mon code source, je ne vais pas écrire de Dockerfile. Je vais m'en passer du Dockerfile et je vais déléguer à Buildpack la création de mon image Docker. Ça, c'est un schéma simplifié. J'ai le code source. Buildpack il va s'occuper de toute la partie création de l'image Docker avec toutes les best practices, l'utilisation du cache, prendre surtout la bonne base image. Et si jamais il y a une vulnérabilité quelque part qui est sortie, il fallait juste relancer la commande. Et je vais vous expliquer c'est quoi la commande. Et d'ailleurs,
quand vous allez faire du Buildpack, en aucun moment je vais lui dire je vais faire du Java, je suis en train de faire du Python. Il faut voir le builder que vous allez utiliser, mais chaque builder, en fait, il va avoir un certain nombre de langages qui sont supportés. Un exemple de Node. Et sur le marché, il y a plusieurs builders qui sont disponibles. Moi, ce que je vais faire après, je vais vous montrer un peu l'exemple de builder de Google Cloud qui est utilisé même en interne pour des solutions de type App Engine, Cloud Function ou Cloud Run. Quand je vais faire, même si moi je vais exécuter une seule commande, mais la création de mon image Docker, elle va passer par un certain nombre de steps. L'idée, c'est surtout pour vous dire c'est quoi les grandes lignes. Donc là, ça va être généralement, on va analyser, on va détecter en fait s'il y a des choses à rajouter, si on va utiliser le cache. Par la suite, on va construire l'image et on va la déposer, on va l'exporter pour qu'elle soit disponible à l'export. Je vais passer rapidement à un petit démo. Donc, je prends mon exemple de tout à l'heure. Hein. Je ne vais pas inventer un nouvel exemple. Donc, l'exemple de tout à l'heure, regardez ce que je vais supprimer le Dockerfile. Hop. Donc, il n'y a plus rien. On peut imaginer que ça, c'est juste une API qui va me dire Hello Folks ou Hello Strasbourg. Allez. Et pour laquelle, d'ailleurs, je vous présente ça dans les slides, ça serait beaucoup plus simple, beaucoup plus intéressant. Ils sont mes slides, ils sont là. Hop, je vais supprimer tout ça. Donc tout ce que je vais faire, ça va se résumer, on va dire, en une commande au final. Là, je vais lui dire, crée-moi mon image et utilise en fait le builder de Google qui est disponible dans Cloud Registry. Je vais lui donner un nom, je vais lui dire bah, tu t'appelleras DevFest Stras Demo. Après, juste là, en fait, je vais me connecter à un compte que j'ai créé sur Google, sur un projet Google en fait, pour rendre disponible mon image. Et pourquoi je vous montre tout ça? Pour vous dire qu'au final, et la finalité des choses, c'est que vous êtes capable derrière en fait, de créer votre chaîne CI/CD qui va construire l'image et va la mettre à disposition dans une registrie. Par la suite, vous pouvez la déployer dans n'importe quelle solution. Là, je vais la taguer et après, je vais la pusher. Donc, en faisant juste ces simples commandes qui sont déjà prêtes là. Donc, c'est la commande que je vous ai montrée tout à l'heure. Et là, ce qui est intéressant, vous allez voir qu'il va commencer à créer. Donc là, il est en train de déployer. J'espère que côté réseau, c'est pas terrible. Allez. Ça arrive. Là, ça prend du temps. En tout cas, en faisant cette action-là, donc je vais passer par les différentes. Là, vous voyez, en fait, il commence par faire de l'analyse. Par la suite, il va détecter quelle version j'utilise, c'est quoi le langage. Tout ce que je vous ai montré tout à l'heure comme étape sont en train d'être parcourus. Donc, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, en fait, la première commande, c'est juste faire ça. Le reste, à partir de là, ce sont des commandes, même si j'ai construit mon Dockerfile, mon image Docker tout seul, je vais pouvoir les utiliser sans aucun. Donc là, ce que j'ai introduit, c'est juste cette commande-là. Peut-être quelque chose aussi que je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'il faut que Docker soit installé sur la machine sur laquelle je fais mes commandes. C'est-à-dire, ça c'est la seule adhérence que je vais avoir. Donc là, j'ai créé mon image qui est là. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? On a dit, je vais lui donner un tag. Attends, on va prendre d'ici, comme ça. Vous pouvez même prendre une photo de ce que je suis en train de montrer. Hop, là, je l'ai tagué et par la suite, je vais la pusher dans cette registrie. Hop. Il se connecte et cette registrie, elle est là. Donc, je me suis dit, je vais mettre tout ça dans un... par exemple, ça. J'ai créé un service Cloud Run. C'est un service managé qui est capable d'exécuter des images Docker. Ce que je vais faire, c'est que juste, je vais ici venir et lui dire... vas-y,
J'espère que c'est déjà envoyé. Vous voyez, en fait, c'est just now, c'est-à-dire c'est ce que je viens de faire à l'instant. Donc là, qu'est-ce qu'il a pris, ce service-là? Il a pris juste l'image Docker. Donc le point d'entrée, c'est l'image Docker. J'aurais pu utiliser, par exemple, un GKE ou un AKS ou un EKS. En train de se déployer, hop, je vois 000. Je peux avoir une petite extension de temps. Okay. Ça build. Donc, le résumé de ce que je viens de dire, c'est que moi, en tant que développeur, l'idée, c'est que je me concentre sur ça. Je me concentre sur ça, c'est-à-dire sur mon code source. Le reste, je peux ne pas prendre en considération. Après, la question, c'est surtout quand dans des entreprises, dans des équipes, on n'a pas de personnes qui est qualifiée ou qui a des skills en fait, nécessaires sur du Docker. Allez, donc c'est bon. J'ai juste une URL en fait, que je vais invoquer. Ah, je n'ai pas mis d'espace, mais vous voyez bien, en fait, c'est Hello Strasbourg. Normalement, je suis arrivé à la fin de ce que je viens de dire. Donc, peut-être une autre question qui peut se poser. Est-ce que Buildpack, c'est mature? Est-ce que c'est un software sur lequel je peux me reposer? Je peux vous dire oui. Comme je vous ai dit, ceux qui utilisent GCP, peut-être vous avez utilisé un certain mot Cloud Function. Cloud Function, vous êtes en train d'écrire du code et vous dites maintenant déploie-le-moi en fait, sur une solution qui s'appelle Cloud Function. Google, d'ailleurs, en fait, il utilise Buildpack, leur builder, en fait, pour être capable de déployer la solution sur du Cloud Function. Mais il n'y a pas que, il y a aussi App Engine et aussi Cloud Run.